Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Olivier Gibert, je m'occupe des relations presse du groupe AFNOR. Merci d'avoir rejoint cette conférence de presse. Nous vous avons proposé un point d'actualité sur une des nombreuses initiatives générées par la pandémie du Covid-19, la fabrication de masques en tissu à destination de la population saine. Cette question préoccupe plusieurs parties prenantes. Cette question préoccupe plusieurs parties prenantes, dont ceux présents ce matin. AFNOR, qui est un groupe associatif qui assure une mission d'intérêt général en facilitant l'élaboration de normes d'application volontaire coécrites par les parties intéressées. Et c'est ce qui s'est passé du 20 au 27 mars en produisant une spécification sur les masques barrières. Olivier Perra, directeur général d'AFNOR, en parlera. Des entreprises dont Armorlux est un exemple, puisqu'elles ont muté leurs activités de textile en débutant il y a plus de 2 semaines la production de masques en tissu. Grégoire Guyon, son directeur communication et RSE, en parlera également. Des citoyens, des artisans qui ont entamé partout en France des actions collectives pour produire eux-mêmes des masques et organiser leur distribution. C'est le cas du collectif des couturières solidaires au plan national et notamment en Ille-et-Vilaine. Sa coordinatrice Marine Prevet est présente. Et puis ces masques, il faut bien les utiliser. De nouveaux réflexes doivent être adoptés par les citoyens dans la perspective du 11 mai. Le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue, a pris une initiative pour favoriser cette appropriation par la population avec le site montissumasque.fr. 30 minutes de prise de parole avant de laisser la place aux questions-réponses, dont celles qui ont été posées en avance. Vous avez la possibilité d'enregistrer directement également la conférence de presse si vous voulez réaliser des sujets par la suite. Voilà les règles de la question, et donc je donne la parole à Olivier Perra. On peut juste demander à tous les gens en ligne de couper leur micro parce qu'on entend des bruits de fond. Exactement, merci Bertrand. Oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Olivier Perra, donc directeur général d'AFNOR. Pour présenter très brièvement cette réunion, il s'agit en fait d'une contribution dans le cadre, comme l'a rappelé Olivier Gibert, à l'effort national pour lutter contre la pandémie. Le gouvernement est totalement mobilisé et nous avons compris que le masque pouvait jouer un rôle dans la prévention de la diffusion de cette pandémie. Et donc, je rappelle qu'il y a toujours une priorité absolue aux soignants concernant les masques médicaux, FFP2, masques chirurgicaux et autres. Mais il s'agissait de préparer la suite. Et c'est là où AFNOR, dans le cadre des travaux de normalisation volontaire, avec le concours d'un certain nombre d'experts qui travaillent en temps normaux sur ces questions-là, a été amené en un temps record. Alors, le temps record, c'est en une semaine, c'est du jamais vu, à créer donc un document qui se veut un document aussi utile et de référence que possible, qui est un document parfaitement perfectible parce qu'en une semaine, même avec de très bons experts, on ne voit pas forcément tout, et que ça n'a pas loupé. Quelques jours après la publication de cette spécification, eh bien, nous avons identifié d'emblée des pistes d'amélioration sur lesquelles Bertrand Dotzenberg, le professeur Dotzenberg, pourra revenir s'il le souhaite. Notamment, par exemple, je pense à un avis de l'ANSM dont nous avons eu connaissance quelques jours après la publication de cette spécification. Naturellement, c'est une version 1.0 de cette spécification. Il y aura une version 1.1 dans les semaines qui viennent, qui va encore améliorer la convergence. Les techniciens ont des choses sans doute à caler de manière très très fine sur les méthodes d'essai. En tout cas, notre souhait, ça a été de partager des outils, des savoir-faire, pour que les acteurs qui peuvent en avoir l'usage puissent se les approprier s'ils le souhaitent, les adapter, les améliorer s'ils le souhaitent également. Et d'ailleurs, en parallèle, depuis la mise, je dirais, en ligne de cette spécification, nous avons identifié il y avait un véritable besoin au niveau des confections, notamment des confections artisanales. Et donc, nous avons lancé des travaux. Nous n'avons pas encore les résultats. Nous aurions pu aussi différer cette conférence de presse, mais nous espérons avoir les résultats courants de semaine prochaine sur des matériaux du quotidien qui peuvent être réunis dans le cadre d'une atmosphère de confinement pour permettre là encore à chacun de se préparer au mieux. Il y a des démarches d'industriels, il y a des démarches dans le cadre d'une confection artisanale. Il y a aussi, on ne peut pas l'ignorer, des confections en do-it-yourself où les personnes ayant les savoir-faire peuvent le faire pour elles-mêmes. Et donc, ce qu'on a souhaité, là encore, c'est de proposer des éléments
qui peuvent être utilisables par chacun. Et nous sommes très à l'écoute des améliorations. Et je le réaffirme de manière extrêmement claire, notre souci, c'est d'apporter le meilleur niveau de cohérence avec toutes les initiatives, principalement bien sûr gouvernementales. Et donc, c'est une modeste contribution, mais je l'espère utile à l'effort qui est conduit par le gouvernement aujourd'hui. Voilà. Ok. Grégoire, vous pouvez prendre la parole pour pouvoir témoigner l'engagement d'Armorlux. Juste pour rappeler que depuis le 14 mars, notre réseau de distribution est fermé. Les boutiques de nos clients sont fermées, ce qui nous a obligés à recourir à l'activité partielle. Et dans cette semaine qui a suivi le 14 mars, on a reçu une demande extrêmement importante de masques en provenance du territoire. Quand je dis le territoire, c'était la Bretagne au sens très large, avec des acteurs économiques et appartenant à des établissements de santé qui nous ont conduits à demander à une trentaine d'opératrices de confection de revenir travailler dès le lundi d'après pour fabriquer des masques en tissu. L'idée étant de contribuer à notre niveau et avec nos moyens à l'élan de solidarité nationale qui était en train de se dessiner. On a connu plusieurs phases. Une première phase où on a fabriqué des masques en tissu à partir d'un patron qui avait été fourni par le CHU de Grenoble. Et puis, depuis le 27 mars, c'est-à-dire depuis la semaine qui a suivi le 27 mars, on fabrique désormais des masques barrières qui respectent les exigences définies par l'AFNOR en termes de méthode d'essai, de confection et d'usage. D'abord fait le masque barrière de type bec de canard, puis le masque barrière à pli. Et puis, je pense que la semaine prochaine va démarrer une troisième phase où les masques qui respectent les spécifications de l'AFNOR auront reçu l'homologation de la Direction générale de l'armement et de l'IFTH, puisque tous les protos étaient envoyés pour être homologués. Quelques chiffres sur la production de masques, sachant que nous ne sommes pas un fabricant de masques historiquement. C'est cette situation tout à fait exceptionnelle qui nous a conduit à nous lancer dans cette production. On fabrique entre 3 et 4 000 masques par jour, ce qui est à la fois beaucoup et très peu par rapport aux besoins. Et on fabrique aussi des blouses en partenariat avec le CHRU de Brest, environ 200 par jour. Alors, on est bien conscient que c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins de la population. Mais voilà, comme beaucoup d'autres industriels textiles, parce qu'on est loin d'être les seuls, voilà, on a souhaité, à notre niveau, je le répète, modestement, faire quelque chose pour toutes celles et tous ceux qui en avaient besoin, étant entendu que nous ne fabriquons pas des masques de protection de type chirurgical ou des masques de protection respiratoire de type FFP2 qui ont fait ou qui font encore cruellement défaut. Voilà ce que je pourrais dire. L'avenir est incertain pour une entreprise comme la nôtre, comme beaucoup d'autres, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'on va réouvrir et comment. Mais en tout cas, pendant cette période d'incertitude, on préférait participer à l'effort national et d'une certaine façon soulager un peu le chômage partiel en continuant à travailler pour produire des masques pour ceux qui en avaient besoin. Ok, merci Grégoire. Je passe la parole à Marine Prevet pour les couturières solidaires. Si vous voulez bien témoigner de la dynamique qui est engagée en Ille-et-Vilaine. Bonjour à vous. Pardon. Moi, je coordonne donc le groupe Couturières Solidaires Ille-et-Vilaine. Donc, Couturières Solidaires, c'est un réseau national de production de masques artisanaux. Il y en a plusieurs, Couturières Solidaires et Masques Attax, par exemple, qui ont des regroupements au niveau départemental ou régional. Nous, on représente donc toute l'Ille-et-Vilaine. Donc, il y a beaucoup de groupes qui se sont créés assez spontanément, principalement sur les réseaux sociaux, via Facebook notamment.
Et nous, on existe donc depuis le 20 mars, puisque assez rapidement, on a vu émerger partout sur Internet des tutos, des conseils, etc. Et il nous a paru important de canaliser un petit peu toutes ces bonnes volontés. Pour plusieurs raisons. Déjà pour le respect du confinement, puisque si chacun fabrique un masque et va le distribuer près de chez lui, on a vraiment des problèmes d'un point de vue respect du confinement et sanitaire. Et ensuite, face à l'afflux d'informations qu'on peut trouver sur le web, il nous a paru très très rapidement indispensable de donner un petit peu des bonnes pratiques, d'essayer de guider les couturiers et les couturières qui se posaient beaucoup de questions. Et donc, en regroupement, ça nous permettait de faire une veille au niveau de la bibliographie, etc. Donc, effectivement, le 20 mars, quand nous, on s'est créé, il n'y avait pas encore de préconisation de l'AFNOR. Donc, on s'est axé sur celle du ministère de la Santé belge. Maintenant, effectivement, depuis qu'il y a des préconisations sur le territoire national, on tient à les respecter à leur tour. Donc, notre objectif, en tout cas, la manière dont on s'est organisé en Ille-et-Vilaine, c'est vraiment de respecter le confinement. Donc, pour ça, on souhaite que les couturières ne sortent pas de chez elles, ni pour s'approvisionner en tissu, ni pour distribuer leur production. C'est-à-dire qu'on a des réseaux de collecteurs qui sont vraiment formés aux gestes barrières et à une méthodologie qu'on a mis en place pour ne jamais avoir à toucher quelque chose que quelqu'un aurait touché avant lui. Et donc, ces collecteurs traversent le territoire selon des zones géographiques qu'on a définies et vont collecter les masques fabriqués ou déposer de la matière première. Donc, Couturière Solidaire est en lien avec Visière Solidaire qui, eux, produisent des visières imprimées en 3D. Et à nous deux, on a pu distribuer déjà plus de 5000 EPI dans le département. D'accord. Peut-être vous pouvez parler aussi de la distribution et comment ça se passe. Donc, la distribution, ça fonctionne exactement, enfin un petit peu pareil, c'est-à-dire que sur le net, on a des formulaires qui nous permettent d'identifier les besoins. Et l'intérêt d'être en lien avec Visière Solidaire, c'est qu'on peut aussi parler des besoins des différents demandeurs. C'est-à-dire qu'entre le masque textile et la visière imprimée en 3D, on a des niveaux, enfin des protections qui sont différentes et complémentaires. Et donc, nous, on va tout le temps discuter avec les acteurs pour leur expliquer. Par exemple, la notion de porter plusieurs masques dans une journée, tout le monde ne l'avait pas nécessairement en tête le nombre de masques qu'il leur faudrait pour leurs équipes. Donc ça, c'est des choses, nous, au-delà de la demande, on va aussi essayer de leur apporter un petit peu une solution de conseil aussi pour savoir de quoi ils ont besoin et essayer de répondre au mieux à leurs demandes. Alors effectivement, depuis les annonces du gouvernement qui visent à crédibiliser le masque textile, maintenant on a une demande qui est vraiment en forte hausse. Mais on a aussi des couturières qui se sont inscrites, donc couturiers et couturières. Donc maintenant on a plus de 200 personnes dans le bassin rennais et sur des pôles comme Saint-Malo. On travaille aussi en collaboration avec des entreprises. Par exemple, on a de la découpe laser qui est faite avec une association et une entreprise. Donc, on a du tissu qui arrive prédécoupé. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, ça, c'est des entreprises qui sont totalement bénévoles et qui nous soutiennent dans la démarche. Donc, de la même manière qu'Armor Luxe, on s'est aussi mis à produire des blouses puisqu'il y a une forte demande de surblouses. Donc, ça, c'est également un partenariat qu'on a avec une entreprise locale qui nous fournit des surblouses prédécoupées. Là, c'est une entreprise textile locale qui n'a pas la main-d'œuvre suffisante pour pouvoir pallier à la demande. Aujourd'hui, et depuis les annonces du gouvernement, on a aussi de plus en plus un rôle de conseil, c'est-à-dire que nous, ça fait quand même 4 semaines qu'on produit et qu'on distribue des masques. Donc, on a déjà répondu à pas mal de questions que les gens se posent. Et on a de plus en plus de communes qui veulent organiser ça en interne pour leurs concitoyens. Et donc, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus et on tient particulièrement à leur fournir des conseils sur comment s'organiser, comment organiser une collecte et une fabrication et une distribution au niveau local sans prendre de risques par rapport au confinement, etc. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place qui sont assez simples, qui permettent aux communes de s'organiser de façon efficace et surtout sécurisante pour leurs concitoyens. Au niveau donc, du type de masque que l'on conseille, on tient à le souligner qu'il n'y a pas fondamentalement de mauvais masques. Il y a des masques qui sont mieux que d'autres. Toutes les formes sont acceptables. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire. Par exemple, les masques à filtre jetable, c'est quelque chose qui a été conseillé pas mal. On en a vu beaucoup de tutos de ce type circuler sur le net. Ça pose plusieurs problèmes. Déjà, si vous avez un masque jetable avec un sopalin, par exemple, à l'intérieur en filtre, avant de le mettre à la machine à laver, il faut enlever ce sopalin. Sauf que ça implique donc des manipulations d'un masque souillé. Donc ça, c'est problématique.
Ensuite, les filtres qui sont employés ne sont pas du tout des choses qui sont conçues pour être respirées. Donc, on a vu pas mal de tutos qui circulent avec des filtres d'aspirateur. Il faut vraiment savoir que ces matériaux ne sont pas du tout préconisés pour être respirés. Donc ça, l'AFNOR a émis des préconisations aussi dans ce sens, qu'il est vraiment important de lire. Donc, moi, j'essaye de garder en tête qu'il n'y a pas de mauvais masque. Je pense que chaque concitoyen peut, à sa manière, avec ses compétences et ce qu'il a chez lui, fabriquer un masque qui sera une première barrière anti-postillon. Par contre, il y a vraiment quelques éléments qu'il faut vraiment éviter pour rester en sécurité soi-même. Ok, merci Marine. Vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, écoutez, je répondrai s'il y a des questions sur la fabrication. D'accord. Vous avez parlé des conseils. Je me tourne vers vous, Bertrand Dotzenberg, puisque vous avez pris l'initiative avec Mon Tissu Masque d'aller sur le terrain de la pédagogie encore une fois. Je vous laisse la parole. Hop, on active votre micro. Attendez. Activez votre micro, Bertrand. Oui, non, ça y est. Bonjour. Donc, je suis professeur Bertrand Dotzenberg. J'ai été pneumologue à la Pitié-Salpêtrière. Maintenant, je ne suis plus que tabacologue car retraité. Je me suis beaucoup occupé dans ma vie de la tuberculose où il y avait les problèmes de masque et c'est strictement les mêmes que maintenant, qu'on a maintenant avec le Covid, avec les masques FFP2, les masques standards. Donc, j'avais bien étudié ça. J'ai beaucoup travaillé sur les aérosols aussi, les aérosols de tabac, mais aussi les autres aérosols. Et puis, je veux développer aussi depuis 2014 la cigarette électronique, qui est un autre produit de consommation courante qui a une influence sur la santé, qui est entre les deux, un produit qui est très, très décrié au départ. Et on a, au cours du temps, réussi à rassembler, avec une commission AFNOR dont j'ai pris la présidence, les avis divergents pour faire converger tout le monde vers le même but. Et la norme AFNOR qu'on a faite maintenant il y a 4 ans est la seule norme existante dans le monde, qui est publiée comme une norme et fait référence dans beaucoup de pays. Elle a été traduite, a été repris par le Brésil, différents pays, et la Commission, enfin l'Europe reprend un petit peu ces normes. Donc, on est un petit peu dans le même type de tissu, avec un problème de santé sur un produit de consommation courante qui s'éloigne un peu de tout. J'aurais dire un petit mot sur les masques aussi, puisque tout le monde râle parce qu'il n'y a pas de masque, mais là, ce matin, j'ai fait la revue de presse, j'ai fait sur Google pénurie de masques, et j'ai tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays, la Chine, c'était plutôt en janvier, tous les pays du monde, il y a un manque de masques partout, parce que la consommation de masques est colossale, et même les réserves de 1 milliard de masques qu'on avait avant, maintenant, ça paraît ridicule, ça fait 2 semaines de consommation si tout le monde en avait comme il faut. Donc, on a une discordance avec une consommation que personne n'avait prévue. Donc là, il faut que les soignants aient tous leurs masques et leurs masques médicaux, et ça, c'est tout à fait important. En revanche, pour les masques grand public, il faut y aller. Jusqu'en février, il y avait certains spécialistes disaient que c'est bien, que c'est pas bien. L'OMS aussi disait que c'est bien, que c'est pas bien. Et donc maintenant, les choses sont claires. Avec les premiers tests qui ont été faits par la DGA, etc., il y a des masques qui ont un pouvoir de filtration qui est identique, en gros, aux masques chirurgicaux, même s'ils ne sont pas faits avec les mêmes filtration, et donc les masques alternatifs ne sont pas des masques au rabais, ils peuvent être des masques tout à fait de qualité et qui ont l'avantage de filtrer dans les deux sens. C'est-à-dire que les masques dont on a besoin pour tout le monde, c'est les masques qui filtrent du malade vers l'extérieur et de l'extérieur vers le malade. En sachant que le malade Covid, finalement, on sait maintenant, par rapport à ce qu'on savait il y a un mois, que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on sait que quasiment la moitié des malades sont totalement asymptomatiques, ils ne savent même pas qu'ils sont malades, et on sait aussi que les gens qui vont être malades dans 2-3 jours sont déjà contagieux 2-3 jours avant. Donc ça veut dire que si on veut que toute la population française porte le masque, un des effets massifs va être la protection de l'éjection de postillons par les gens qui sont malades ou qui ne savent pas qu'ils sont malades ou qui ne savent pas encore qu'ils sont malades. Et cette protection par les masques tissus est assez bonne, comparée même aux autres masques, et c'est une protection quand même massive. Après, l'autre protection, c'est la protection que porte la personne en face, qui va être la personne qui n'est pas malade. Et là encore, avec un masque qui protège à 70%, comme le propose la NSM, si tout le monde a un masque, la proposition, c'est 2 masques à 70%, mais 2 masques à 70%, ça fait globalement une protection supérieure à 90%. Et une protection supérieure à 90%, en théorie, les masques FFP2, ça protège un peu plus, mais dans la vraie vie, c'est du 95%. Les masques chirurgicaux
s'il y a une personne qui a un masque chirurgical et l'autre n'a rien, n'est pas au même niveau. Donc, il ne faut pas avoir honte de ce que peuvent faire les masques. C'est des choses qui fonctionnent quand même, avec les problèmes de lavage, de mettre le masque, enlever le masque, ça qui sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, ces masques sont efficaces. Si on prend l'échelle de la protection respiratoire, le 0, c'est aucun masque ni rien. Le 100%, c'est d'être confiné chez soi et de ne pas sortir et de mettre un sas pour faire rentrer les commissions qui arrivent à la maison. Ça, c'est 100%. Entre les deux, on a les masques FFP2, c'est de l'ordre de 95%. Moi, je suis persuadé, comme disait Marine, que le plus mauvais des masques bien utilisés, c'est plus de 50% de protection. Et dans les masques qui sont proposés, qui répondent aux normes, on est à 60, 70%. Et même avec les problèmes d'utilisation qui sont faits, les petites fuites qui peuvent avoir sur les côtés, sachant que le tissu, lui, doit protéger à 70%. Donc, on est des niveaux de protection, on est peut-être 10% en dessous, 20% en dessous, ou pareil, mais on n'est pas quand même tout à fait discordants. Donc, les gros problèmes des masques, c'est l'utilisation des masques, parce qu'un masque mal mis, un masque qu'on prend, qu'on touche, qu'on renverse, on met ses mains dessus, on le remet, ça ne marche pas. Un masque qu'on met sous le cou pour aller fumer une cigarette ou pour aller boire un coup et puis qu'on le remet après, ça soude complètement le visage. Et c'est ces mauvaises pratiques, il faut que tous, que ce soit des masques artisanaux ou en chirurgie, enfin dans les services avec des masques FFP2, il faut le protéger. Les masques qui marchent, aussi les masques qui sont confortables, et on voit que les masques FFP2 par exemple, sont très peu confortables. Et là, je suis pas mal d'infirmières qui sont atteintes de Covid, elles disent le masque FFP2 pour les soins, ça va une demi-heure, 1 heure, mais on ne le garde pas 4 heures. Hein. On n'est pas des athlètes, on n'est pas capable de rester 4 heures. Et donc, globalement, elles le portent moins longtemps. Et la protection d'un masque FFP2 dans la vie courante, dans les essais qui ont été faits, publiés dans les journaux scientifiques, c'est identique. C'est-à-dire qu'on a un produit plus efficace, mais qui est un peu moins bien utilisé parce qu'il est pénible. Et c'est pour ça que les masques qu'on a pour tout le monde doivent avoir 2 critères, un critère de filtration et un critère de respirabilité, ça veut dire le confort respiratoire qu'on a avec. Quand on a un bon masque, on doit être gêné quand on monte des escaliers en courant, on ne doit pas être gêné quand on est à parler assis sur sa chaise ou à travailler. Donc après, sur la fabrication des masques, moi je pense qu'il faut bien différencier les choses, et de toute façon, il n'y a pas assez de masques, et si tout le monde fait des masques à fond, il n'y en a pas encore assez, donc il n'y a pas de problème de concurrence entre les circuits. Il y a tout ce qui est les masques pour le milieu de travail. Alors, le milieu de travail professionnel, c'est les systèmes de santé, ça passe par le circuit de santé avec des masques certifiés santé, et c'est aux responsables des hôpitaux, donc quelque part très très souvent l'État, de se fournir des masques et de les faire, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire à Tissu Masque. Après, si on est des grosses entreprises, une grosse entreprise, vous êtes une voiture, un supermarché, n'importe quoi. Si vous faites des masques pour fournir à vos salariés, ce que vous devez faire, vous devez aussi avoir des masques qui sont des masques grand public, mais certifiés comme en fait M. Guillon et comme en font beaucoup d'autres, qui là ont une certification, parce qu'on est dans le milieu de travail, il faut certifier que ça marche. Puis après, quand on arrive au niveau de l'individuel, des individus, tout seul, la petite personne qui travaille chez lui, là, on peut tout à fait avoir affaire à des masques artisanaux, entre guillemets, qui sont faits soit par la voisine quand fait 4 ou 5, et je vois que dans beaucoup de communes, ça s'organise un petit peu pour le faire, soit qui s'organisent tout seul. Les masques, il y a un point important, c'est le lavage. Là aussi, il y a des normes de lavage, 30 minutes, 60 degrés, et puis après le sécher au sèche-linge, au sèche-cheveux, n'importe quoi, ou le repasser. Et là encore, c'est des choses qui marchent bien. Donc, toutes ces normes sont édictées dans tous les documents qui sont quasiment identiques. Là, pour l'instant, avec le document AFNOR, il y a des petites différences avec les documents de la NSM, en particulier sur la filtration, qui est mesurée selon une autre norme, mais en fait, ça revient au même. C'est sur la respirabilité, la façon dont on peut respirer. Il y en a un qui mesure en pression, l'autre en débit, et ça, je pense que l'AFNOR se mette de manière au texte réglementaire, il n'y a pas tellement de choix. Et puis, il y a quelques conseils comme le fer à repasser, des choses comme ça qui se rajoutent, et puis ils vont se rajouter. Mais par exemple, les masques, dans toutes les recommandations, il ne faut pas qu'il y ait de suture au niveau du nez. Moi, jusqu'à il y a 15 jours, je recommandais le modèle du masque de Grenoble.
qui était le masque le plus connu et qui est un masque à la couture au milieu du nez. Donc, le masque de Grenoble, c'était quand c'est commencé. Il faut féliciter la chef de clinique de Grenoble, qui était une pneumologue comme moi, qui a initié et qui a fait quelque chose quand il n'y avait rien. Et quand il n'y a rien, il faut partir. Et c'est très bien de se lancer rien, il ne faut pas avoir honte. Mais maintenant, avec le recul, on pense que ce modèle-là doit être abandonné au profit de modèles où il n'y a pas de couture au niveau du visage, par exemple. Tout ce qui est choix des tissus aussi qui pose des questions, parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur j'ai peur, je ne veux pas faire de bêtises, je ne veux pas faire le même tissu. En fait, les gens veulent bien faire, mais surtout ont peur de mal faire. Et je pense qu'il faut qu'on fasse, nous, sur notre site de Mon Tissu Masque, mais vous aussi, avoir un peu la liste des bêtises les plus courantes, les bêtises à ne pas faire. Et après, si on a retiré les bêtises, après, c'est quand même plus facile d'avancer. On peut faire des bêtises, je ne sais pas, moi, l'avance son masque avec un assouplissant qui bouge tous les trous du masque. On peut faire des bêtises en prenant un tissu qu'on n'a pas lavé à très chaud avant, qui se met à rétrécir une fois qu'on l'a cousu. Et après le premier lavage, il ne va plus du tout. Donc, il y a plein de bêtises assez simples qu'on peut éliminer, mais il ne faut pas en avoir peur. Et les masques artisanaux, c'est un moyen fantastique d'augmenter la solidarité, que chacun fasse attention aux autres, que chacun se soucie des autres. Et moi, ça me fait très plaisir, plutôt que de dire il faut qu'on me donne le masque, le maire va me donner le masque parce qu'il veut. Moi, je suis élu dans une petite commune, le maire, il ne va pas donner les masques. Le maire, il va organiser la façon dont les gens vont s'organiser pour avoir les masques et éventuellement donner un coup de main pour acheter des tissus, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas madame le maire qui va faire la couture. Donc, il faut un peu se prendre en main. On achète ses chaussettes, on achète ses slips, on peut acheter ces masques qui devient un produit de consommation courante. Je suis sûr d'ailleurs que l'année prochaine, dans les défilés de mode, il y aura des masques aussi. Et on voit déjà des concours de masques sympathiques défiler. Il faut que ce soit sympathique, mais il faut avancer. Là, on a par exemple fait un interview de jeunes filles, d'adolescentes sur les masques, en leur disant, dans 3 semaines, vous mettez un masque. Quoi, comment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous dites? Donc, il faut quand même que les gens soient prêts à le faire, parce qu'avec le masque, la sortie du confinement est plus simple. Et si tous les Français portent tous le masque à ce moment-là, les décisions qui sont prises au niveau gouvernement sont beaucoup plus simples. Pour l'instant, il se dit, il n'y en a pas assez, on ne sait pas faire, ils ne se débrouillent pas, les Français n'en font pas. Donc, comme ils ne savent pas, on vous enferme un peu plus longtemps. Donc, si on veut se libérer, il faut montrer qu'on est adulte, qu'on sait le faire, qu'on est capable de faire la distanciation sociale. Par contre, sans aucune interdiction. Il y a eu, avant, tout le monde se serre à la main, se disait bonjour. Quand on a commencé à dire c'était pas bien, on l'a dit fortement dans les médias. En une semaine, plus personne ne s'est serré la main. Il n'y a pas eu de loi qui dit il ne faut pas se serrer la main, il ne faut pas se faire la bise. Et pour le masque, il faudra vraiment que ça soit la même chose, que ça se fasse naturellement, gentiment, sans dire on va mettre des amendes si on n'a pas de masque ou des choses comme ça, et des obligations. Il faut que ce soit des incitations et que ça devienne aussi naturel que d'attacher la ceinture quand on prend sa voiture. Moi, je suis un vieux monsieur, d'attacher la ceinture dans ma voiture, ce n'est pas un réflexe. Mes petits-enfants, s'il n'y a pas la ceinture attachée, ils hurlent quand il n'y a pas la ceinture. Voilà. Merci professeur. Est-ce que parmi les autres intervenants, vous souhaitez compléter les discussions avant d'ouvrir les questions-réponses? On ne vous entend pas, Olivier. Non, ça vous avez coupé là. Là, vous avez coupé. C'est bon? Voilà. Ouais. Oui. Je veux confirmer ce qu'a dit le professeur. Par exemple, sur le coup de fer qui est dans la recommandation de la NSM, mais dont nous avons eu connaissance après la publication de la version 1.0 de l'AFNOR-SPEC, clairement, ce sont des points qui vont atterrir dans la version 1.1 de l'AFNOR-SPEC. Donc là, on marche et on essaye d'utiliser tous les savoirs qui s'accumulent au fur et à mesure. Ok. Parmi les questions qui ont été posées en amont par certains d'entre vous, comment est-ce qu'on peut identifier les entreprises qui proposent des masques et comment est-ce qu'on identifie un masque de qualité? Ça, c'est une des questions qui a été posée en amont. Est-ce que quelqu'un veut bien apporter un élément de réponse? Si personne ne répond, je réponds. Il y a pour les grosses entreprises qui veulent commander en quantité, il y a une plateforme d'échange qui est accessible
sur Internet et on vous mettra l'adresse à la fin, qui permet de voir, de mettre en contact les gros fournisseurs et les gros acheteurs. Après, sur les petites séries, comme fait Marine et tout ça, il faut vraiment que ce soit des échanges locaux et organiser localement la communication. Mais une des choses qui est bien avec ce qui se passe maintenant par rapport à ce qui se passait avant, c'est quand même que la circulation d'informations se fait relativement rapidement. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus trop d'infos. Les gens sont perdus dans le nombre de tutos, le nombre d'infos dans tous les sens et ont besoin un petit peu d'être guidés. Il y a une plateforme aussi sur le site du gouvernement sur les masques qui ont été, les masques, les tissus qui ont été testés pour l'instant, les tissus vendus testés. Là, l'AFNOR va nous mettre en ligne les tissus, les t-shirts, je sais pas quoi, les chemises et les vieux draps, voir comment ça marche, les choses qu'on a à la maison, parce que comme on est confiné, de prendre les vieux tissus à la maison, c'est un beau début, puis ça fait des choses originales. Et ça, pour les avoir, oui, c'est des choses qui existent pour certains, qui vont arriver pour d'autres. Et donc, il y a de l'aide pour ça. Mais après, pour le problème, c'est si on veut 50 000 masques pour son entreprise, il faut programmer parce que M. Grégoire Guillon, il n'en fait pas assez. Hein. Et puis les autres non plus. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Si je peux compléter, nous, on a aussi vu à l'échelle locale un gros réseau de solidarité de la part des couturières et des couturiers professionnels, donc des petits artisans qui travaillent complètement bénévolement pour Couturières Solidaires, par exemple. C'est aussi des personnes qui peuvent être des fournisseurs à l'échelle locale. On a tous, plus ou moins, dans les communes avoisinantes, des couturières et des couturiers qui pourraient vous proposer des masques. Généralement, les prix sont tout à fait raisonnables. Et je pense que si on parle de solidarité, il faut aussi parler de la solidarité vis-à-vis des entreprises. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément produit de façon gratuite pour fournir dans l'urgence. Je pense qu'aussi, on peut aujourd'hui, en parallèle d'une production artisanale personnelle pour soi-même, si on n'a pas les compétences et qu'on a un petit peu le budget pour en acheter, je pense que si on parle de solidarité, il faut aussi avoir la solidarité vis-à-vis de ces petites entreprises qui ont beaucoup donné de leurs matières premières, de leurs compétences. Et aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent aussi avoir un petit retour avec quelques commandes. Okay. Une question de Virginie Salmen que je porte à haute voix pour tout le monde. Pour Europe 1, pouvez-vous préciser combien de couches et quels sont les matériaux préconisés, notamment parmi ceux qu'on peut se procurer en ce moment à domicile? Faut-il une couche de matériaux non tissés? Merci, peut-être Olivier Perra pour vous. Oui, pour dire qu'il y a, pardonnez-moi, on m'appelle par ailleurs, pour expliquer qu'en fait, il y a une base de données, déjà dans l'AfterSpec, il y a un certain nombre de matériaux qui sont cités, qui eux-mêmes sont issus de deux listes tout à fait intéressantes. L'une de la Délégation générale de l'armement qui a réalisé un certain nombre de tests et qui explique quels sont les assemblages conformes ou pas conformes. Et j'imagine que Armorlux est passé effectivement par cette étape-là. Et puis, vous avez une deuxième liste de matériaux qui est issue de la Société nationale des hygiénistes et qui donc sont utilisables. Donc là-dessus, les liens sont disponibles. Et comme ça a été indiqué, côté AFNOR, nous avons lancé des demandes de travaux d'essai sur des matériaux du quotidien, accessibles même en période de confinement. Et on espère justement avoir, courant de semaine prochaine, on sera à revenir peut-être devant vous, pour communiquer autour de ces matériaux du quotidien. Ça peut être du coton, ça peut être un t-shirt technique, ça peut être une polaire. Vous voyez, donc on est sur des choses vraiment très, très, très quotidiennes et en espérant que nous pourrons donner une hiérarchie entre les assemblages. Mais c'est toujours au minimum du 2 couches et le plus souvent du 3 couches. Donc après, suivant les cas, la respirabilité est un élément très important. C'est-à-dire que si le masque est très efficace, mais tellement efficace qu'il empêche le porteur de respirer, ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut vraiment que ce soit respirable, il faut que ce soit confortable pour que, je dirais, la rigueur qui sera celle de l'usage protège le porteur, protège les interlocuteurs du porteur. Et donc, cette notion de respirabilité est tout à fait importante. Merci Olivier. Une autre question de Stéphane de Vendeuvre pour Terragora. Pouvez-vous préciser la quantité de masques nécessaires pour couvrir quotidiennement les besoins de la population française ? Ça, j'ose pas répondre. Je ne sais pas si je vais dire la vérité ou pas, parce que si on dit la vérité, ça va effrayer les gens. Dans l'idéal, il faudrait que pour une journée, si on met un masque toutes les 4 heures, si on est 16 heures par jour dehors, s'il y a un accident ou deux, c'est-à-dire qu'on veut boire un coup dans la journée ou faire autre chose,
il faudrait partir le matin avec 5 ou 6 masques le matin. Il y en a 3 ou 4 qui vont servir, mais on les a en réserve. Comme on a sa boîte de Kleenex, on aurait sa boîte de masques. Et comme il faut les laver, les sécher et qu'il faut mieux avoir au moins pour 2 jours, eh ben, ça fait une douzaine. Et sachant que la durée des masques, pour l'instant, ce n'est pas très clair. Donc, dans toutes les recommandations, les normes, on peut les laver 5 fois au moins. Et il y en a qui disent qu'ils peuvent les garder 1 mois, mais on ne peut pas garder a priori, avec les tissus qu'on a et les connaissances qu'on a, des masques pendant des mois et des mois. Normalement, tous ceux qui ont des masques avec des spécifications techniques et une norme doivent le tester après X lavages. C'est-à-dire, s'ils disent qu'on peut le laver 30 fois, ils doivent vérifier à 30 lavages qu'il marche pareil ou pas. Et alors, avec un lavage idéal, donc un lavage avec de la lessive et du savon, pas des choses agressives pour ne pas abîmer le masque. Aussi, leur passage tasse un peu le tissu, mais si on repasse trop chaud, ça brûle tout. Donc, il faut voir en vie réelle comment ils sont à 30 jours. Je pense que c'est entre 5 et 30 jours la durée. Donc, ça veut dire 12 masques tous les 2 fois par mois. Ça veut dire 24 masques par personne. Multipliez par ça par 60 millions de Français. Et donc, je ne fais pas la multiplication parce que c'est trop. Mais au départ, si on en a déjà quelques-uns pour les moments les plus à risque quand on sort. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de gens sont quand même pas mal de temps chez eux. Quand on mesure les Français passent à peu près 75% ou 80% du temps à leur domicile. Donc, l'extérieur existe pour les gens qui travaillent, qui restent longtemps, les enfants qui vont à l'école, etc. Et pour les enfants, c'est une question, c'est clair qu'il ne faut pas mettre de masque à moins de 2-3 ans, parce qu'il y a un risque d'étouffement. Il y a une contre-indication à mettre le masque chez les petits dans les années actuelles. Si on sort avec un enfant, on le met dans son landau, on met le système de pluie au-dessus, n'importe quoi pour faire l'antiprojection, mais il ne faut pas l'étouffer avec un masque. Professeur, j'ai un complément de question. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement comment porter et mettre son masque, s'il vous plaît ? Le masque, on a un masque propre. Pour prendre un masque propre, on a les mains propres. Donc, on se lave les mains avec l'eau et du savon. C'est ce qui est le plus simple si on a de l'eau et du savon. Sinon, on prend un gel hydroalcoolique, mais c'est un peu plus irritant. Et comme on a tendance à se laver beaucoup, dès qu'on peut avoir de l'eau et du savon, c'est préférable. On prend le masque, on va l'appliquer sur le menton, sur le visage. On va mettre la lanière du bas en haut, puis la lanière du haut. Et c'est relativement simple. Si on a des lunettes, on enlève ses lunettes pour mettre le masque sans les lunettes, puis on remet ses lunettes après. Et c'est relativement simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de ne pas le toucher dans la journée, de ne pas le bouger dans tous les sens en mettant ses mains. Parce que je vous rappelle qu'un masque, si on est en milieu contaminé, l'extérieur du masque est contaminé, l'intérieur n'est pas contaminé, mais si on le triture, ça se mélange un peu les deux. Et c'est beaucoup plus compliqué d'enlever un masque que de mettre un masque. D'enlever un masque, c'est par l'intérieur, on l'écarte du visage, et après on l'enlève, et tout de suite dans un récipient. Donc le gouvernement dit un sac en plastique. Moi, je trouve que c'est pas mode de dire un sac en plastique, mais il faut un sac qui soit étanche pour le mettre et le mettre à l'abri, parce que c'est comme si vous aviez un mouchoir en papier souillé. Il ne faut pas le laisser traîner. Si vous voulez le réutiliser, il faut qu'il soit dans un endroit qui soit étanche. Sinon, les virus, ils en sortent. Et donc, quand on le sort, tous ceux qui se plient, faut mieux mettre les faces propres, face sale, ou l'inverse. Mais après, ça n'a pas grande importance. Mais il faut que tout aille à la machine. Ok. Merci, professeur. Une question de Sophie Orange de RTL, peut-être pour vous, Olivier Perra. Comment une petite entreprise doit faire pour se procurer des masques si elle a une petite entreprise de moins de 10 personnes? Est-ce que c'est par le réseau local comme les couturières solidaires, ou peut-être parler aussi de la plateforme solidaire qu'on a lancée, Olivier? Oui, ou éventuellement, je dirais, là, pour le coup, il y a peut-être trois pistes, et c'est pour ça que l'AFNOR Spec avait été rédigé en conséquence. Il y a la piste industrielle qui permet d'obtenir des ordres de grandeur, bien évidemment, tout à fait intéressants. Il y a la piste locale, confection artisanale, bien évidemment, qui est aussi effectivement intéressante. On a mis en place une plateforme de solidarité où justement, localement, c'est dans le sens de l'intervention de Marine Prévet, des personnes qui sont prêtes à donner, à confectionner, pourvu qu'elles aient la matière première, sont prêtes certainement à aider, à venir au secours des entreprises, notamment locales. Et puis, il y a aussi peut-être la possibilité, mais ça suppose les savoir-faire correspondants et les équipements correspondants. Je sais que certaines entreprises ont réussi aussi à s'équiper elles-mêmes
à partir des recommandations, à partir de leurs matières premières. Quand on fait de la toile coton, on peut assez facilement fabriquer ce type de choses. Donc les 3 pistes, à mon avis, sont intéressantes. Et il faut simplement regarder quelle est la piste la plus abordable. Je suis persuadé que les industriels sont actuellement en train d'organiser les réseaux de distribution. Ça n'est pas simple en période de confinement, j'imagine, mais là, le représentant d'Armorlux pourra peut-être nous dire comment il fait. Et puis, effectivement, au niveau des plateformes, de la plateforme solidaire, on est en contact avec un certain nombre de chaînes de distribution, de grandes distributions, pour qu'entre les offreurs, les donneurs, les demandeurs, il y ait parfois des lieux de retrait, de manière à ce que le donneur puisse apporter les masques qu'il aura produits au lieu de retrait, et au lieu de retrait, le demandeur, qui peut être donc une petite entreprise d'une dizaine de personnes, peut venir retirer les masques qui ont été confectionnés, moyennant donc indemnisation de celui qui a apporté la matière première et qui a fait don de son temps. Mais c'est une notion de solidarité qui doit fonctionner correctement. Et au dernier pointage, cette plateforme solidaire fonctionne très, très correctement. En complément aussi pour Olivier Perra, quand est-ce que sera publiée la version 1.1 des spécifications AFNOR dont vous avez parlé, qui corrigera les défauts identifiés et intégrera les recommandations, notamment de l'ANSM, question de l'AFP? Alors, on va essayer de mobiliser les mêmes experts. La période de confinement, au moins, ceci bon qu'ils sont a priori un peu plus disponibles. Mais nous essayons en tout cas de les rendre aussi motivés que possible. Les avis de l'ANSM ont été communiqués après la publication de l'AFNOR Spec. On va essayer de se donner un défi, mais qui n'est pas forcément facile à atteindre, qui est que sous une quinzaine de jours, cette version 1.1 soit disponible à l'état de version martyre, avec peut-être encore des petits réglages. Mais l'idée, c'est d'aller quand même très très vite et d'avoir abouti avant la fin du confinement. À nouveau, ce ne sera pas une révolution par rapport à la version 1.0, ce seront par contre des améliorations incrémentales. C'est par exemple le fait de dire que le coup de fer à 120-130 degrés est tout à fait indispensable. Ce seront peut-être des convergences sur des méthodes de mesure et autres. Donc, pour l'essentiel, ceux qui sont intéressés par le contenu de l'AFNOR Spec 1.0 ne perdront pas leur temps. Et on fera en sorte, on a les moyens pour faire ça, de mettre en avant dans la version 1.1, lorsqu'elle sera publiée, les quelques différences qui seront en fait destinées à assurer l'hyperconvergence entre toutes les recommandations. Lorsque cette version 1.1 sera disponible, il sera très facile pour toute personne ayant une bonne connaissance de la version 1.0 de pouvoir tout de suite s'approprier les quelques différences avec la 1.1. Ok, merci. Encore une question de Sophie Orange. N'est-il pas dangereux de dire à tout le monde de mettre un masque? Ça peut être pire que tout, non? Faut-il une campagne d'information avec des spots vidéo, peut-être, professeur Dotzenberg? Non, mais je pense vraiment qu'il faut que tout le monde mette un masque. Je crois vraiment que ce n'est pas dangereux. Mais avant de mettre un masque, il faut que les gens aient un masque. Parce que si on dit à tout le monde mettez un masque et puis qu'ils n'en ont pas fait, qu'ils n'en ont pas dans le placard, ça c'est très stressant. Donc là, l'urgence, c'est de mettre un masque. Là, pour l'instant, on s'amuse avec montissu.fr de regarder dans la rue. On est un certain nombre à compter dans la rue les gens qui passent et de voir combien de gens ont des masques et pas de masques. On voit que ce nombre augmente de jour en jour. Mais par contre, la majorité, les 20-30% des gens qui ont des masques dans la rue, c'est essentiellement des masques de type médicaux encore. C'est des masques qui seraient beaucoup mieux chez les infirmières que là. Donc, il y a une nécessité absolue de le faire. Donc, les fabricants de masques en tissu, il y a les moyens fabricants qui ont des petites séries qui les vendent un petit peu à droite à gauche, mais les gros fabricants de tissus, c'est tout part vers les industries, les compagnies, les grosses industries qui ont 5 000, 10 000 salariés et là qui ont besoin d'énormément de masques et qui consomment des grandes quantités. Mais je veux dire quand même, si on prend le tableau du gouvernement, les artisans avec les masques en tissu, il y en avait 1 million par semaine, 2 millions, 4 millions, 7 millions la semaine dernière et 10 millions prévus la semaine prochaine. Donc, il y a une augmentation qui est ultra rapide de confection de ces masques et il y a encore beaucoup de possibilités d'augmenter cette production à partir du moment où ça devient clair que c'est... de toute manière, il va en falloir. Il n'y a aucun risque pour n'importe quel industriel qui se met à en faire qu'il en reste sur les bras en stock. Et mon rêve, c'est qu'on arrive après, qu'il y en ait suffisamment pour les mettre dans les rayons des
des épiceries du côté d'hygiène ou du côté textile, je ne sais pas, et que ça puisse être vendu dans un magasin. Parce qu'à terme, ça doit être un produit vendu comme dans un magasin. Avant, on pouvait acheter de la solution hydroalcoolique n'importe où, et il faut qu'on puisse acheter des masques n'importe où, qu'on puisse acheter des Kleenex ou des capotes n'importe où. Donc, ça doit être un produit qui va rentrer, ou peut-être même par le produit pharmaceutique, s'il y a des masques qui sont en tissu, qui pourraient tout à fait, avec quelques aménagements, rentrer dans le circuit pharmaceutique, si les pharmaciens sont d'accord et s'ils décident. Mais une question complémentaire de Brigitte Blond de Ouest France. Quel plus du site Mon Tissu Masque versus ANSM versus ou AFNOR? Je pense qu'on parle de complémentarité. Là, on est plutôt pour faire des liens et plutôt faire des liens avec les petits. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le gros industriel. À la limite, on n'intéresse pas M. Guillon ou quelqu'un comme ça. Plutôt, on tire son expérience pour le voir. Et les gros producteurs, nous, on veut plutôt être vers les marines privées et ces gens-là, et même ceux qui veulent commencer pour donner des conseils pour faire, mais aussi pour apprendre, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas trop, qu'on fait passer, et surtout, c'est changer l'esprit des gens. Et puis, rapidement, il va falloir qu'on soit dans la formation, l'éducation, qu'on ait des exemples de ça, c'est pas bien, ça, c'est bien pour le faire, etc. Parce que je crois beaucoup à cette première phase de lancement du produit, il faut d'abord éliminer toutes les mauvaises pratiques. Et puis après, essayer de rétrécir, que les bonnes pratiques deviennent de plus en plus bonnes. Mais il faut d'abord éliminer les mauvaises pratiques, non pas en les éliminant. Par exemple, les masques, tous ceux qui ont fabriqué des masques de Grenoble avec la suture centrale, ils peuvent s'en servir, il y a zéro problème. Sauf que s'ils remettent à refabriquer des masques, qu'ils en fassent un sans couture au milieu qui a des performances supérieures. S'ils ont fait l'expérience avec un masque, un tissu qui rétrécit, qui ne va pas, ben, qu'ils le fassent. Et après, il faut donner des petits conseils, mais pas forcément aussi aux gens qui débutent, qui sont tout seuls. Par exemple, pour voir la respirabilité d'un masque, les gens qui sont tout seuls chez eux, ils ne vont pas faire des tests. Par contre, on peut prendre son tissu, on le met devant la fenêtre. Si c'est complètement opaque, etc., c'est a priori que ce n'est pas respirable. Si on voit des grands trous, c'est que c'est trop respirable. Si on voit des petits trous, c'est a priori un tissu qui est adéquat. Il y a des choses relativement simples pour choisir les choses. D'accord. Une question complémentaire qui nous est arrivée. Quel est le temps de fabrication standard d'un masque pour un couturier amateur et avec quel matériel de Xavier de Montride? Alors, tout dépend du degré d'amateurisme. C'est très, très variable. Effectivement, les professionnels, nous, vont mettre une petite dizaine de minutes pour faire le masque. Si on n'a jamais fait de couture de sa vie et qu'on le fait à la main, c'est sûr que ça va être beaucoup plus long. Après, d'un point de vue technique, alors sur le temps, du coup, je ne pourrais pas vraiment vous en dire parce que ça dépend vraiment des compétences de chacun. Par contre, sur le point de vue technique, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que le masque, autant le masque CHU de Grenoble, le masque Canard, c'est des masques un petit peu compliqués, un peu techniques. Le masque à pli, même quelqu'un qui a très peu fait de couture, qui a juste du fil et une aiguille et pas de machine à coudre chez lui, il peut y arriver. Donc, c'est quelque chose qui est, à mon sens, accessible à chacun. Il y a des tutos qui sont vraiment très, très clairs sur Internet qui expliquent comment fabriquer les masques AFNOR, enfin proposés par l'AFNOR. Donc, il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont de très bonne qualité et qui permettent à tout un chacun de le fabriquer, même si on n'a pas de compétences en couture. Pour un bon ou une bonne couturière, en une demi-heure, on a fait un masque. Et juste, j'aimerais bien compléter au sujet du danger de conseiller à tout le monde de porter un masque. Je pense que le danger, il est de laisser les gens faire n'importe quoi. Nous, sur les réseaux, on l'a vu très rapidement, c'est-à-dire qu'avant même les préconisations du gouvernement, beaucoup de gens avaient saisi l'enjeu de la barrière anti-postillon et donc s'étaient mis à produire des masques. Donc, quelles que soient les recommandations, les gens, ils vont sur Internet aujourd'hui et ils s'auto-renseignent. Donc, le but, c'est non pas de considérer qu'ils vont mal faire, mais plutôt de leur donner des bonnes pratiques plutôt que de considérer… Enfin, voilà, je pense que les Français sont capables d'apprendre à conduire une voiture, à utiliser des machines-outils s'ils sont artisans, à allumer le gaz chez eux. Ils sont capables d'apprendre à retirer un masque en prenant l'élastique. Il y a vraiment des bonnes pratiques assez simples, pourvu qu'elles soient verbalisées et expliquées, qui sont, à mon sens, beaucoup moins dangereuses que de laisser les gens faire tout et n'importe quoi en considérant qu'ils n'y arriveront pas. Merci. Une question de Laurence Alemani pour Entretien Textile. Les masques alternatifs sont certifiés pour 5, 10, 15 lavages. Et après, qu'en est-il de ces déchets? Sont-ils considérés comme des déchets classiques, des dasseries? Oui.
C'est les poubelles ordinaires, hein. Sauf s'ils sont très souillés, s'ils ont été propres, ces poubelles ordinaires, c'est vous jetez ça comme vous jetez vos mouchoirs en papier, hein. Voilà, j'ai vu quelque part, mais le professeur est plus compétent que moi, la recommandation éventuellement, s'ils sont souillés, d'avoir un double sac plastique. J'ai vu passer aussi une recommandation très récente qui était de conserver avec soi le sac plastique pendant une journée, de manière à ce que ça donne aussi toutes ses chances au virus d'être complètement désactivé au moment d'être jeté, et surtout, surtout, surtout de ne pas le mettre dans la poubelle des recyclables. Là encore, comme l'a dit Marine, les Français sont tout à fait responsables. Je pense qu'il faut bien leur expliquer que ça n'est pas quelque chose de recyclable et qu'à ce moment-là, c'est avec les précautions qui vont bien dans un déchet classique, double sac plastique et inactivé. Mais le professeur va compléter, hein. Comme les couches bébés. C'est la même évacuation que les couches bébés. D'accord. Une question peut-être pour Grégoire Guyon et Armor Luxe, en tout cas pour une partie au moins de la question. Quel serait le prix conseillé pour un masque en tissu autour de chez moi? Des couturières proposent les 4 à 15-20 euros. Alors, Grégoire, Ouais, pour la question des coûts répondre. chez vous et des prix. Non, je peux répondre. Le chiffre de 4 euros ne me surprend pas parce que très clairement, c'est le prix de revient d'un masque qu'on fabrique chez nous. Voilà. 15 à 20 euros. Pour les 4. Pour les 4, ça va même. Pour les 4. Ah, pour les 4, pardon. Ouais, Après, bah c'est vrai qu'on observe des prix à tous les niveaux sur Internet. C'est vrai. Ouais, voilà. Moi, je crois profondément qu'il y a un coût de fabrication qui est très différent. Il y a un grand tisseur qui fait beaucoup de masques, qui a des énormes machines qui fait ça, et le prix de revient chez lui est très, très bas parce qu'il y a très, très peu de manœuvres. À partir du moment où on est obligé si on met qu'elle est une couturière professionnelle pendant 12 minutes, ben, il faut payer les 12 minutes de la couturière professionnelle. Donc, ça dépend un petit peu de la technique de masque et comment c'est fait. Moi, mon souhait en cette période un peu de crise, c'est plutôt que les masques faits en série soient vendus plutôt que donnés, ou qu'il y en ait un petit peu de données quand même pour faire de solidarité, mais qu'ils soient vendus à un prix de revient avec une addition sur le prix de fabrication. Et le prix de fabrication, je suis sûr que M. Guillon, ça lui coûte beaucoup plus cher à fabriquer avec le temps passé sur ces masques, etc., que d'autres avec d'autres techniques, et qu'il faut... moi, je crois que le bon prix, c'est le prix de revient avec la marge qui va bien, mais sans faire de culbute, comme ça se passe pour les masques médicaux, hein. Les masques médicaux, les prix ont été multipliés par 10 et par 20 depuis qu'il y a la crise mondiale, hein. Ça bouge comme les prix du pétrole, hein. Ouais, je peux juste compléter quand même par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez raison, hein, lorsque vous êtes totalement intégré et que vous avez un processus très automatisé de fabrication de masques, le prix de revient est relativement faible. Dès lors qu'il y a de la main-d'œuvre, et chez nous, par exemple, il y en a beaucoup parce qu'on ne sommes pas historiquement des fabricants de masques, je vous donne le prix de revient, et le prix de revient, il n'y a pas de marge, hein. Donc, le prix de revient, c'est 4 euros. Oui, non, mais je pense que le prix de revient va de 80 centimes à 4-5 euros selon la réalité. Donc, je ne suis pas choqué que le prix de vente varie presque de 1 à 5 ou de 1 à 6 en fonction de la fabrication. De toute façon, c'est cher, mais ce n'est pas très cher non plus par rapport à une autre pièce de vêtements qu'on achète. Au point de vue confection, il faut considérer qu'on achète une pièce de textile et puis et le faire. Mais par contre, les grosses séries, à partir de moi, si les gens perdent beaucoup d'argent et font ça que bénévolement, les moyennes entreprises qui font ça, ils vont en faire moins et moins longtemps. Donc, si l'entreprise, ça lui permet de payer ses salariés et puis de faire tourner la machine, il va avoir envie d'en faire plus. S'il est ric-rac et qu'il perd de l'argent sur chaque masque fabriqué, il va en faire moins. Donc, je ne suis pas choqué qu'on soit dans une démarche non pas d'hyper-profit, mais une démarche standard de payer le coût que ça coûte. Comme pour l'agriculture, le bon prix. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il reste encore quelques minutes avant la fin de cette conférence. Est-ce que l'un ou l'autre des intervenants vous souhaitez ajouter quelque chose? Éventuellement, j'ai vu une question passer sur le nombre d'usages. C'est qu'en fait, pour les masques textiles, avec le lavage, ça se distend un petit peu.
Je pense que M. Guillon pourra le confirmer. Et donc, ce qui était peut-être très performant au départ devient moins performant ensuite. Et donc, c'est aussi, si la respirabilité augmente de manière notable au fur et à mesure du lavage, ce n'est pas forcément très bon signe sur la capacité filtrante. Mais là, le professeur pourra compléter. Moi, j'ai compris que le lavage le distendait un petit peu, que le repassage le rétrécissait. Et donc, mais de toute manière, normalement, sur tout ce qui est en tout cas certifié, homologué, il faut que les tests soient faits après le nombre de lavages recommandés par le fabricant. Et alors ça, il faut se méfier non plus que le fabricant, là pour l'instant, n'est pas dans une démarche commerciale, personne ne fait ça pour de l'argent. Mais après, si ça devient dans 6 mois, 1 an une démarche commerciale, après, les fabricants pourraient avoir tendance à mettre une durée d'utilisation très courte pour en vendre plus. Et donc, faudra aussi que les consommateurs, entre guillemets, veillent que ce qu'on nous vend pour 5 lavages, ça ne puisse pas faire 15 lavages avec les mêmes performances. Donc, pour l'instant, il n'y a pas ce souci-là, parce que vraiment, tout le monde est dans une démarche de générosité et pas dans une démarche de vendre quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Et puis après, c'est sur l'utilisation, si quelqu'un qui aurait des masques très bien faits puis pas bien faits, il peut aussi utiliser ces masques en fonction des circonstances. C'est-à-dire quand il va faire quelque chose où il pense qu'il n'y a vraiment pas grand monde et qu'il n'y a vraiment pas de danger, qu'il sort et qu'il ne voit personne, il met tel masque. Et quand il va faire autre chose, il met tel autre masque. Aussi, quand il va courir, par exemple, si on veut faire son jogging avec un masque, on a très très vite le masque mouillé et peut-être que certains masques sont plus agréables pour courir ou pour faire du vélo que d'autres. Et là encore, à l'usage, on peut imaginer que les gens aient 2 types de masques chez eux, une fois qu'ils l'ont fait, en différents tissus pour différents usages, en fonction de ce qu'on veut comme protection et respirabilité. Mais c'est toujours la balance protection-respirabilité. Si vous mettez une toile cirée, vous avez un masque parfaitement étanche. Vous n'allez pas être gêné, mais au bout de 2 minutes, vous étouffez et ça ne va pas. Et à l'inverse, si vous mettez un voilage et que vous respirez très bien, ça ne marche pas. Donc, c'est la combinaison des deux qui marche et en fonction des circonstances. Et il faut dire quand même, là on a parlé que des masques de la protection, les masques ça protège beaucoup moins bien que le confinement, ça protège beaucoup moins bien que la distanciation sociale et c'est quelque chose qui est en plus du reste, mais le masque pour tous, ça doit surtout pas être le remplacement d'autres mesures qui se révèlent parfaitement efficaces, c'est en addition des mesures efficaces pour qu'on puisse respirer un bon air et que pour les vieux comme moi qui ont plus de 70 ans, qu'on veut enfermer pendant des temps illimités, puissent sortir. Et je pense que de la même manière qu'on a souhaité aujourd'hui relativiser un petit peu sur le mauvais masque mal fabriqué, je pense qu'il ne faut pas non plus trop mettre la pression sur les Français en leur disant attention, votre masque très rapidement va être usé. Un masque un petit peu usé au lavage au bout d'un certain nombre de semaines reste toujours une meilleure barrière que pas de masque du tout. C'est-à-dire que le masque va certes perdre en efficacité, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus avoir d'efficacité. Donc je pense qu'il faut aussi que les gens ne se mettent pas une pression folle de changer leur masque tout le temps. C'est une préconisation qu'on a pour les masques certifiés. Après, pour le particulier qui sort acheter sa baguette de pain, quand bien même il a lavé beaucoup de fois son masque, il faut quand même qu'il le porte et ce sera toujours mieux que de ne pas en avoir du tout. Mais si l'AFNOR nous donne des spécifications des tissus de la maison, il serait tout à fait intéressant dans un deuxième temps qui lave ces tissus 10 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois et qui voit l'évolution. Parce que peut-être que si on prend un t-shirt, l'évolution n'est pas pareille que si on prend une chemise en coton, etc. Et qu'on ait des grandes idées grandeur pour les gens qui fabriquent eux-mêmes leurs masques, qui donneraient des idées de la durabilité, entre guillemets, des tissus qu'on utilise pour faire un masque de façon générique, même si on ne fait pas les mesures à chaque fois. J'ai des questions supplémentaires. Sophie Orange, également pour RTL. Ces masques sont-ils recommandés dans le métro où on est très proches les uns des autres? Oui. Non, les masques sont complètement… Plus on est proche, plus il faut mettre le masque. Et alors, l'idéal, c'est d'avoir la distance. L'idéal, c'est de ne pas être face à face. Quand on dit qu'il faut être à 1 mètre, c'est très différent d'être à 1 mètre de quelqu'un dos à dos ou profil à profil ou être figure à figure en face de l'autre. Et puis, dans le métro aussi, il y a la transmission par les mains qui est tout à fait importante.
il faut les gels hydroalcooliques et pas se toucher la figure. Mais c'est dans ces circonstances-là que si tout le monde a un masque dans le métro qui filtre à 70% comme recommande la norme, ça fait 90% de prévention. Donc, au lieu d'avoir une chance d'attraper la maladie, et au mieux d'avoir 100 chances d'attraper la maladie, vous n'avez plus que 10. Et on est d'accord que pour cette maladie, il n'y a pas de mesure qui fait zéro. La seule mesure qui fait zéro, c'est de rester chez soi enfermé. Et donc, on est en réduction du risque, mais de réduire de 90% le risque, c'est déjà quelque chose de tout à fait appréciable et qui devient naturel. Il y a deux questions que je vais rassembler par rapport aux chiffres que vous avez évoqués, professeur Dotzenberg, tout à l'heure, sur le nombre de masques nécessaires. Quelle proportion peut être fabriquée par les 3 circuits évoqués par Olivier Perra, et chaque Français pourra-t-il en avoir suffisamment au moment du déconfinement? Qui veut bien répondre? Si chaque Français a une bobine de fil, une aiguille et 3 vieilles chemises et 2 vieux t-shirts, chaque Français peut en avoir. Mais il faut que ce soit sa responsabilité. Et comme c'est dans 3 semaines, il faut mieux que ce week-end, ils se mettent à commencer à les télécharger les patrons, à essayer de coudre. Le premier va être raté, le deuxième, ça va aller mieux. Ils vont téléphoner à la copine, ils vont s'échanger sur Twitter. Par exemple, moi, je pensais un petit peu dans les petites communes d'avoir un référent de masque. Et avec les téléphones maintenant, c'est assez facile si quelqu'un a un référent. On peut se filmer, voir comment on fait le masque, etc., avoir les conseils à distance. Moi, je suis médecin, je fais les téléconsultations à distance avec la vidéo et puis ça, on arrive à faire beaucoup de choses à distance. Je pense que il faudrait que toutes les communes aient un délégué masque, entre guillemets, ou une cellule pour les grosses communes qui puisse conseiller et répondre sur le plan technique à la mamie qui fait son masque et qui est un petit peu perdue, et d'avoir quelqu'un qui la rassure, on a bien fait, parce que les gens ont besoin d'être très, très rassurés. Et puis des fois, ils corrigent parce que des fois, ils font mal. Hein, mais il faut aussi être rassuré, d'avoir un contact et que dans chaque communauté, il y a des référents qui puissent faire de la téléconsultation masse, ça serait une bonne chose. Ok, on est arrivé au terme de cette conférence de presse. Je vous propose de la clôturer. Pour les questions supplémentaires, voici les contacts et vous pouvez revenir vers moi. On vous apportera des réponses ultérieurement. Cette conférence de presse sera mise à disposition sur Internet à l'issue. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et au revoir.